Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2025 où on va parler d'un nouvel outil. Cet outil est le Jump Server. Donc avant de commencer, j'en profite de cette vidéo pour vous souhaiter une belle année et beaucoup de réussite dans tous vos projets. Surtout, et c'est très important, c'est d'acquérir de plus en plus de connaissances et ne pas s'arrêter d'apprendre. J'en profite aussi de cette vidéo pour remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne en regardant mes vidéos, qui me laissent des commentaires, partagent mes vidéos car ça encourage à poursuivre l'aventure. Et pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois ou qui ont l'habitude de regarder mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, et surtout si le contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker, à commenter et à partager la vidéo et la chaîne, et c'est très important. Alors, assez de bavardage, rentrons sans attendre dans le vif du sujet. Le premier point qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est exactement Jump Server. Alors, Jump Server est un outil open source, pas à 100%, vous l'aurez deviné, donc de gestion des accès privilégiés, connu sous l'acronyme PAM, donc permettant un accès sécurisé et à la demande aux points de terminaison tels que les serveurs Linux, en SSH, aux serveurs Windows via un RDP, aux bases de données et à différentes applications. Donc Jump Server est conçu pour centraliser et sécuriser l'accès aux systèmes et applications critiques en fournissant un contrôle granulaire des autorisations et en assurant la traçabilité complète des activités. Donc comme c'est illustré dans la petite image que vous voyez à l'écran, qui est tiré bien sûr directement de la documentation officielle de Jump Server, on distingue trois parties. Donc, les IT sets, le serveur Jump Server et les clients. Ce qu'il faut retenir dans cette figure est le fait que pour qu'un client, qu'il soit un administrateur système, un DBA, un développeur ou tout autre type de client puisse se connecter à un actif, qu'il soit de type Linux, Windows, Kubernetes, base de données ou application, il doit impérativement posséder un compte au niveau de Jump Server pour qu'il puisse arriver à s'identifier et à s'authentifier à Jump Server. Donc, après coup, si le client possède les autorisations adéquates, il pourra ainsi arriver à se connecter aux différentes assets et cela tout en enregistrant tout ce qu'il fait au niveau de chaque endpoint. D'accord? Maintenant qu'on a une définition assez claire de ce qui est le serveur Jump Server, on va parcourir ensemble quelques éléments constituant la solution Jump Server, même si au début, c'est pas très primordial de connaître en détail de quoi est composée cette solution. Néanmoins, il est quand même intéressant d'avoir une vision haut niveau sur les composants de la solution. Alors, je vous présente ce format d'un petit tableau, la liste des composants de Jump Server que vous pouvez bien sûr toujours retrouver dans la documentation officielle ainsi que dans le guide de la solution. Du coup, le premier composant qu'on voit au niveau de la liste est le Lina. En fait, son composant n'est rien d'autre que l'interface utilisateur de Jump Server. Donc, c'est le portail web de la solution Jump Server. Donc, le deuxième composant est Luna, donc avec un U. Et ce dernier est le composant qui nous permettra d'avoir un terminal exécuté directement dans un navigateur web. Donc, du coup, qui nous permettra d'exécuter une commande directement via une interface web, donc via le navigateur, sans ouvrir un terminal. D'accord? Le troisième composant est Coco. Ce composant est un connecteur qui permet à Jump Server de supporter le protocole dit de type caractère, comme par exemple le SSH, le Telnet, les protocoles de base de données, etc. Le quatrième composant est Lion.
Lui, c'est un connecteur qui permet à Jump Server de supporter bien sûr les protocoles, mais cette fois-ci de type graphique, tels que le RDP pour les connexions à des serveurs Windows par exemple, VNC pour Virtual Network Computing, qui nous permet par exemple de contrôler un environnement de bureau d'un ordinateur distant. D'accord? Le cinquième composant est Chain, et ce dernier permet d'avoir une interface web utilisateur pour se connecter aux bases de données. Il supporte plusieurs protocoles liés aux bases de données. Puis on a plusieurs types de proxy comme le Razor pour les connexions RDP, le Magnus donc pour les connexions aux bases de données, le NEC pour les connexions de type VNC. En avant-dernier lieu, on a deux autres types de connecteurs qui Tinker permettant de se connecter directement à des applications installées sur des serveurs Windows sans avoir la nécessité de se connecter à la machine Windows en RDP. Le deuxième connecteur est Panda, qui lui est spécifique à des applications installées sur des serveurs Linux. Le dernier composant est FaceLive, qui permet au serveur Jump Server d'être compatible à la technologie de reconnaissance faciale. Comme vous pouvez le remarquer, si vous y allez directement au niveau du dépôt Git de la solution, ce qu'on va faire tout à l'heure, que tout n'est pas en open source. Et parmi ces composants qui sont pas open source, je les ai tagués en rouge dans le tableau. Il faudrait savoir aussi qu'il y a une version open source et une version entreprise comme presque tout outil en open source. Donc justement, en parlant de dépôt Git, on va aller jeter un œil sur ce dernier. Alors, le site web officiel de la solution Jump Server, donc c'est jumpserver.com, ok. Donc vous avez toute une représentation, vous voyez bien la petite image illustrée dans le slide précédent. Du coup, maintenant, pour aller dans le Git, on va aller directement en appuyant sur ce bouton-là, donc sur le dépôt GitHub. Ok, donc on va voir quelques infos. On va essayer de voir quelques informations. On a par exemple 112 contributeurs. C'est une solution qui a été développée à 90% en utilisant le langage Python et du CSS donc pour tout ce qui est interface web et d'autres technologies qui sont de 0,7%. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ce qui est intéressant aussi, alors je suis en train de chercher de voir combien. Alors on a 26 000 quand même étoiles sur ce projet-là. On a 5,4 forks de ce projet. Et si on regarde au niveau des statistiques, on va regarder par exemple en un mois. On a quand même 38 bugs qui ont été résolus. Ce qui est intéressant peut-être aussi de voir, c'est de faire une petite comparaison par rapport à Téléport. Je vais directement Téléport GitHub. Ok, une en face de l'autre. Donc on va faire une petite comparaison assez rapide. Ok, ça c'est du Jump Server, ça c'est du Téléport. Alors, on voit bien qu'au niveau du Jump Server, en nombre d'étoiles, le Jump Server possède beaucoup plus d'étoiles que le Téléport. Hein. Ici on a 17,9K d'étoiles. Ici on a 26K d'étoiles. En termes de fork, on a plusieurs forks au niveau du Jump Server, donc 5,4K, mais 1,8K pour le Téléport quand même. Du coup, en termes de contributeurs, on peut voir ça. J'ai réduit un petit peu la page, donc ça s'est décalé un petit peu. Alors, j'ai agrandi un petit peu, ok. Donc, au niveau de Téléport, on a plus de contributeurs que la solution Jump Server. Donc, on a 342 contributeurs par rapport à Téléport. Et pour ce qui est de Jump Server, on avait vu tout à l'heure qu'il y en avait 112.
Ok. Donc le jump server, il utilise principalement du Python, alors que le teleport, il utilise principalement du langage Go, du TypeScript, du C, du Shell, du Rust, etc. Donc là, il utilise beaucoup plus de technologie que le jump server. D'accord? Ok, je vous laisse regarder si ça vous intéresse de faire plus de comparaisons entre les deux produits, que le teleport et le jump server, sachant que c'est deux solutions qui se retrouvent dans la même catégorie du PAM. Donc, d'accord? Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la différence entre le teleport et jump server, on va essayer de continuer la présentation de notre outil. Maintenant qu'on connaît de quoi est composée la solution jump server, on va aborder ensemble un quatrième point qui est les fonctionnalités clés de jump server. Donc on retrouve comme fonctionnalité l'authentification et les autorisations. Donc Jump Server implémente des mécanismes d'authentification et d'autorisation robustes pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources. D'accord? L'autre fonctionnalité fournie par la solution de Jump Server est le contrôle d'accès basé sur les rôles, ce qui veut dire que l'accès aux ressources est géré via des rôles, donc le airbag pour le modèle airbag, permettant un contrôle granulaire des autorisations et en limitant ainsi l'accès aux informations sensibles. Donc au niveau de nos endpoints, d'accord? La troisième fonctionnalité qu'on peut citer est l'enregistrement des sessions et un mécanisme d'audit. Donc Jump Server permet d'enregistrer toutes les activités des utilisateurs, y compris les connexions, les commandes exécutées et les changements apportés aux configurations, assurant ainsi une traçabilité complète, une conformité réglementaire. D'accord? Le dernier point qu'on peut aborder est la gestion des sessions, d'accord? Ce qui permet de surveiller et de contrôler les sessions actives, de limiter la durée des sessions et de mettre en œuvre des politiques de sécurité pour les sessions à privilège. Ok? On va maintenant parler des avantages qu'une organisation pourra en tirer en mettant en place la solution Jump Server est d'une manière plus générale une solution PAM. D'accord? Donc le premier et important avantage est le renforcement de la sécurité de son système d'information. Donc grâce à une mise en place d'une rupture protocolaire, c'est-à-dire que grâce à une solution PAM, l'organisation évitera des accès directs à ses actifs, donc à ses endpoints. Donc, en plus de ça, la sécurité est aussi accrue grâce aux fonctionnalités d'authentification multifacteur et d'autorisation grâce au modèle airbag, ainsi que le chiffrement de bout en bout des communications. Le deuxième point, donc le deuxième avantage est de permettre de réduire les risques de sécurité, donc liés aux comptes à privilèges, en les séparant des autres comptes classiques, donc des comptes utilisateurs, ainsi d'appliquer le concept du moindre privilège. Donc, et surtout, comme on avait dit tout à l'heure, surveiller d'une manière étroite les activités de ces comptes à haut privilège. Le troisième point, donc le troisième avantage, est de permettre de répondre aux exigences des normes de sécurité en vigueur, donc en améliorant l'aspect conformité. En dernier lieu, on peut citer l'avantage lié à l'aspect opérationnel, comme la fourniture d'un seul point d'accès aux différents actifs d'une organisation, la mise en place d'une rotation des mots de passe par exemple, déchargeant ainsi les administrateurs de la gestion des mots de passe, des comptes administrateurs, sans oublier la centralisation des accès à haut privilèges. Voilà quelques avantages importants qu'une mise en place d'une solution PAM peut nous offrir, bien sûr, la liste est non exhaustive. Bien sûr, qui dit avantage dit aussi inconvénients. Voyons un peu quelques inconvénients et c'est l'objectif de notre prochaine slide. Le premier inconvénient qu'on peut citer est la complexité de mise en place, donc de mise en œuvre d'une solution PAM, car elle doit s'intégrer à des systèmes existants qui sont souvent hétérogènes en plus de l'aspect d'intégration, une personnalisation et une configuration spécifique est nécessaire.
pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation, ce qui va forcément un impact direct sur les délais de déploiement. Donc, le deuxième inconvénient à prendre en compte est les coûts d'acquisition d'une solution PAM qui peuvent être des fois très élevés en fonction de la solution PAM choisie, bien sûr. Donc, bien sûr, il n'y a pas que l'aspect acquisition de la solution PAM. Ce qu'il faudrait bien prendre en compte aussi, c'est tout ce qui est aspect formation des utilisateurs, la maintenance et le support technique, par exemple. Le troisième inconvénient, qui est important aussi, à mon sens, est l'impact sur la productivité des utilisateurs, car souvent à cause du principe du liste privilège, les utilisateurs peuvent ne pas posséder tous les droits qu'il faut et du coup être obligés de faire des demandes d'habilitation. Et du coup, bien sûr, les ralentir dans leur activité, à moins qu'il y ait une bonne anticipation des demandes de droits, ce qui est quasi impossible, du moins très difficile à atteindre, à tous les coups, cet objectif. D'accord? Donc le dernier point qu'on peut aborder est bien sûr le maintien en condition opérationnelle de la solution, ce qui nécessite une surveillance et un maintien continu de la solution pour une meilleure protection, donc une meilleure sécurité, ce qui peut mobiliser des ressources humaines ou techniques. Et comme on a parlé d'une solution PAM de sécurité, elle est dommage qu'elle-même n'est pas sécurisée. Donc, d'où la nécessité d'une mise à niveau régulière aussi pour se prémunir des nouvelles menaces, donc de vulnérabilité. Bien sûr, pareil, cette liste est non exhaustive, on pourra toujours trouver d'autres inconvénients aux solutions PAM, mais du moins, on a cité les plus importantes. Même si on a cité des inconvénients, car ça serait trop beau qu'il y ait que des avantages, mais bien que ces inconvénients soient présents, les bénéfices en termes de sécurité et de réduction des risques peuvent largement compenser ces inconvénients. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire l'installation ensemble et tenter d'accéder à l'interface web, c'est-à-dire à l'interface utilisateur. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction sur la solution Jump Server et le PAM en général. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Jump Server.